Juste avant d'en parler, je voulais juste quand même préciser que le PUCA n'est pas complètement sec sur cette question d'espace public, parce que la question du tourisme, c'est pas dans le cadre du PUCA que je l'ai travaillé. Mais il y a actuellement un programme au PUCA qui s'appelle le hors-champ de la production urbaine, qui travaille beaucoup sur la question de la maîtrise d'usage, et dans les pratiques et les expérimentations, les recherches-actions en cours, il y en a un certain nombre qui portent sur l'espace public. Et par ailleurs, il y a eu PopSu, qui a été une grosse production qui est en cours d'évaluation et qui, pour certains de ses aspects, a traité la question, notamment la question du piéton dans la ville. Alors, sur le tourisme, ça me renvoie à des fonctions précédentes que j'ai eues au sein de l'agence d'ingénierie touristique, où on m'avait demandé plus particulièrement de penser à la question de l'aménagement. Et plus précisément, parce que l'aménagement, tout dépend de quoi on part. Si on part d'une feuille blanche ou vierge, d'un terrain vierge ou d'un terrain existant, c'est pas tout à fait pareil. Or, le sujet plus particulier qu'on me demandait de traiter, c'était le stock existant de l'appareil productif touristique en France. C'est-à-dire, en gros, pour parler, et précisément sur le littoral, puisqu'en fait, il y avait encore une organisation par espace dans cet organisme, plus particulièrement la question des stations touristiques littorales. Vous savez qu'en France, il y a eu une grosse production dans les années 60 autour de cette thématique pour accueillir la vague le développement du tourisme, et pour le coup sur le littoral, c'était du tourisme à la fois de séjour, de long séjour et estival. Et donc ces stations deviennent ou sortent du marché pour des raisons X et qui sont bien signalées par, en particulier, évidemment, les gens dont c'est la source d'activité. Alors en fait, la question du plan qui est au cœur là, de notre débat, le plan de mise en valeur, on a été obligé de l'aborder dans ce cadre-là via un prisme qui est un prisme économique. Dans tous les cas, c'était notre entrée en matière. Ça pose c'est un paradigme un peu particulier quand même, parce que l'espace public, on a coutume de dire que c'est quand même la problématique de l'usager et donc de l'habitant. Or, qui est l'usager des espaces publics dans les stations touristiques ? Une station comme la Grande Motte multiplie par 20 c'est le nombre de ses habitants l'été. Donc, et qui est légitime donc pour prendre la parole, pour dire ce qui est bien en matière d'espace public dans ces endroits. Bon, ça c'est le premier point. Pour l'aborder pratiquement, on avait été sollicité par des collectivités qui se posaient ces questions-là, et d'ailleurs qui se les posaient parce qu'ils étaient interrogés par des acteurs locaux, et en particulier des gros acteurs locaux, économiques locaux, des casinos, des gens qui voyaient évoluer leur chiffre d'affaires, quoi. Et on a été confronté à un problème majeur, c'est que en fait, entre le monde de l'aménagement, y compris dans les collectivités, au sein des collectivités elles-mêmes, le monde de l'aménagement et le monde du commerce ne se parlent pas. C'est deux cultures différentes. Ça percole pas. Or, évidemment, les décisions qui sont prises par les aménageurs ont des conséquences en termes économiques. Donc c'est ça qui était intéressant à mettre en valeur. Mais du coup, avant de faire de partir sur des stratégies d'aménagement, il fallait peut-être essayer de faire un peu de stratégie tout court. De stratégie tout court. Donc c'est l'objet du travail en question, ça a été de travailler là-dessus. Qu'est-ce que c'est ces stratégies en matière de tourisme, et singulièrement de tourisme de littoral, balnéaire, d'évolution de ces espaces. Donc bon, le constat qu'on fait, c'est donc ce que je vous ai dit, à savoir que ces deux mondes finalement ne se parlent pas, et en plus ont deux caractéristiques communes quand même. C'est que l'un et l'autre sont plutôt finalement, ont plutôt une logique d'enchaînement séquentiel tourné vers l'offre à produire,
plutôt que de compréhension de la demande, aussi bien l'un que l'autre. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu si on pouvait pas réinsuffler dans les stratégies une compréhension de la demande, une compréhension et de la demande de l'habitant, mais aussi de la demande des touristes. Et évidemment, c'est pas tout à fait la même chose pour un maire de comprendre la demande des habitants et la demande des touristes, hein, parce qu'il y en a qui votent avec des bulletins et des autres qui votent avec leurs pieds. Mais au final, les deux se rejoignent, parce que si l'économie périclite, finalement, ça a aussi un coût politique. Ça m'intéresserait dans ce cadre-là que tu répondes un peu à la question que tu as soulevée toi-même tout à l'heure, qui était justement qui est légitime pour parler de la demande dans les communes touristiques. Alors, bon, pour analyser, juste, je vais essayer d'aller vite, mais oui. c'est un sujet qui est très complexe. Minutes, là, pas plus. Hein. D'accord. Alors, donc, on a essayé de comprendre l'évolution des récits touristique, c'est-à-dire qu'est-ce que se racontent les gens quand ils font du tourisme. Il y a 50 ans, les gens partaient en vacances, passaient 3 mois dans les meilleurs des cas en bord de mer et puis rentraient chez eux. Aujourd'hui, la moyenne des séjours ne cesse de diminuer. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui passaient 3 mois, hein, mais non, bon. Non, mais je dirais que la saison il passait 1 mois, mais il passait 1 mois en s'étalant. En gros, ça vivait 3 mois. Ça vivait 3 mois, et puis après, plus du tout. C'est-à-dire volet clos. Donc, imaginez une ville faite pour 20 000 habitants qui tombe à 1000, avec tous les équipements pour 20 000. Enfin, un certain nombre d'équipements pour 20 000. Donc aujourd'hui c'est plus ça, il y a un développement de fréquentation à la journée, en court séjour, etc. Et ça génère en fait tout simplement des types d'attentes et de problématiques assez différents. Donc on a essayé de comprendre ça et on en est arrivé à la conclusion qu'en matière d'espace public, plus on va vers le temps court et plus on va vers un niveau d'exigence élevé. C'est-à-dire qu'on ne s'embête pas à prendre sa bagnole pour... en gros, l'excursion, le court séjour, c'est 2 heures en voiture, 2 heures à partir du lieu de résidence. Donc on prend sa voiture et on arrive, qu'est-ce qu'on voit ? On vient voir la mer et on voit une marée de voitures. Donc ça c'est un peu un problème. C'est-à-dire que il faut effectivement... et c'est le positionnement d'un certain nombre d'espaces. Enfin, c'est le positionnement économique d'un certain nombre d'espaces que de se positionner sur ces questions. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc l'idée, c'est que quand on analyse ces récits, on voit bien qu'il y a des récits de rupture. Et ces temps courts sont des récits de rupture où ce qui compte, c'est d'être en rupture avec de l'endroit où on habite. Son lieu d'habitat. Donc on ne vient pas sur le bord de mer en baie de Somme pour voir ce qu'on vit tous les jours à Paris. On vient pour se ressourcer rapidement et puis surtout pour une espèce d'idée d'immédiateté. Donc ça, c'est fondamental pour l'espace public. Ça veut dire qu'il faut dégager l'espace public. Or, on sait bien, enfin le CEREMA y a travaillé, il a fait d'excellents guides là-dessus, c'est que la voiture occupe 90% de l'espace public. Donc c'est central. C'est central cette question-là. Et puis je dirais qu'après on verra que c'est peut-être pas mal aussi pour les personnes, les usagers, enfin, et en particulier qui sont handicapés. Mais, bon, évidemment, cette analyse stratégique ne débouche pas que là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une problématique de développement de services. Quand on est pressé, on attend des services, il faut que ça roule. Et quelque part, il y a 2 optiques qui sont très claires dans le tourisme. Hein. Vous l'avez certainement constaté quand vous êtes en bord de mer, vous avez vu ces grands campings avec tout service compris, etc. Il y a une opération fabuleuse en France qui s'appelle Port Grimaud, qui est une espèce de ville, Casbah, fermée, où toutes les voitures sont mises à l'extérieur et qui est par ailleurs remarquable en termes de design, parce que c'est une économie absolument incroyable. Donc cette problématique de la voiture, je vais parler que de ça, parce que sinon j'aurais pas le temps de conclure. Oui. Cette problématique de la voiture, elle est fondamentale, et on voit bien qu'elle met en œuvre évidemment une problématique plus générale de planification, parce que pour évincer les voitures, il faut avoir de la place, de les mettre quelque part. Il
faut donc avoir pensé à tout ça, réfléchi. J'ai, dans ce travail d'investigation, trouvé des exemples remarquables où non seulement on a réfléchi à la question, mais en plus on a pensé à ce que devenaient les parkings en question quand il n'y avait pas de touristes dedans, quand il n'y avait pas de voitures dedans, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mutualisation de l'espace. On le voit très bien dans cet excellent exemple qui est la baie de Somme où on a réussi à avoir des parkings qui sont mutualisés avec des cours d'école, par exemple. C'est-à-dire que les parkings l'été servent à mettre des voitures et puis se transforment en espace d'extension des cours d'école. Et alors, une autre question qui est importante aussi, c'est quand on est pressé, qui, elle, pour le coup, joue sur l'ensemble des problématiques touristiques. Je vais en finir avec ça, mais c'est un point important. C'est que le tourisme, c'est 90% d'emmerdement. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se déplacer, à chercher des lieux de service, etc., etc. Et si en plus c'est moche, c'est rédhibitoire. C'est Raymond Lelouis qui disait « le lait se vend mal ». Voilà. Et donc, il y a aussi la question du style qui se pose. C'est-à-dire le style, c'est une de nos collègues qui s'appelle France Poulain qui a travaillé sur ces questions de camping notamment, qui disait, et c'est rapporté dans un ouvrage de Jean-Didier Urbain sur le sujet de la résidence secondaire, il disait dans les campings, il y a une forme de style de vie qui est là, qui est présente, même si finalement c'est avec des moyens assez limités. Donc il faut non seulement faire beau, mais avec du style. Voilà, c'est ça. Et ça peut toucher des choses qui passent. Ça relève pas seulement. Vous savez que sur l'espace balnéaire, il a cette particularité, c'est que l'espace public maritime est aussi un espace public. Enfin, le domaine public maritime la plage est un espace public. Elle fait d'ailleurs l'objet de plans d'aménagement, de gestion, etc. Pensons aussi au port, du coup. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi se dire, les collectivités pourraient avoir, y compris, une influence sur même le style des navires, des bateaux qui sont dans leur... moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les ports de plaisance aujourd'hui, c'est vraiment triste à mourir, quoi. S'il y avait au moins des beaux bateaux à voir, ce serait pas mal. Voilà. Donc la question du patrimoine est très importante. Sachez que les stations balnéaires sont des lieux de patrimoine incroyables. Je vous invite à aller visiter la Grande Motte, c'est quand même remarquable. Mais il y a aussi Mers-les-Bains, enfin il y a les stations de la côte atlantique. Et donc j'ai été aidé dans ces travaux par des architectes urbanistes qui ont fait un excellent travail. Il y en a un en particulier remarquable qui a été fait à Châtelaillon, où on a essayé de concilier cette problématique de maintien du patrimoine avec une logique d'écriture architecturale contemporaine, mais aussi sachant aller jusqu'au pastiche quand il le faut. Je vous assure que vous êtes à Châtelaillon, vous êtes incapable de dire si les maisons sont d'origine ou pas, dans certains cas. Donc c'est vraiment... Ça peut valoir le coup d'aller jusque-là. Ça pose la question des fonds de mer, évidemment. C'est les lieux d'image essentiels, et puis on peut décliner tout ça. Pensez aussi que sur le temps court, la conclusion, sur le temps court, par exemple, pensez au problème que pose un aménagement d'accueil touristique, le problème, par exemple, du nocturne, c'est-à-dire que si on veut accueillir les gens en mi-saison, au printemps, etc., il faut bien se dire que le jour dure presque une demi-fois et ne dure pas 12 heures, alors que l'été, il est très long, etc. Donc il y a toute la question de la mise en lumière, par exemple, qui se pose, et ainsi de suite. Et évidemment, la qualité des espaces piétonniers. Voilà. Donc ma conclusion, c'est... on peut concilier. Donc la conclusion de ça, c'est que le travail qui a été fait par une station comme les Sables d'Olonne, c'est qu'avec un maire très réticent au départ, c'est qu'on a réussi à concilier tout ça. Il n'était pas question pour lui au départ d'évincer les voitures, il a fini par le faire. Il l'a fait de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on peut aussi, il ne s'agit pas d'évincer les voitures, il s'agit de concilier ces objectifs. Donc il y a des systèmes de modularité, y compris les bancs, vous savez, rétractables, etc. On peut moduler l'espace disponible pour la voiture en fonction du temps, du moment de l'année, etc.
Tout ça, c'est une histoire de partage des enjeux et de stratégie, finalement. Ça me paraît un point important. Et je pense aussi que ce paradigme du tourisme est aussi une métaphore du reste. C'est-à-dire que je pense qu'on peut appliquer ce type de raisonnement aux autres espaces publics. Et non